Comme vous voudrez, Marcel. Musique. Moteur. U84 en première. Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. La carrière de Marcel Carné a été littéralement fulgurante. C'est-à-dire qu'il a commencé jeune, il a été assistant très tôt, il est passé sur les plateaux très rapidement, et dès ses premiers films, un tempérament s'est révélé. Et dès son 3e ou 4e film, c'est-à-dire Drôle de drame en 1937, il atteint sa plénitude. Il a rencontré les collaborateurs qui le suivront pendant longtemps, il a rencontré Prévert bien avant, mais enfin, c'est là que la collaboration se cristallise. Et à partir de Drôle de drame, on a une série de 6 films, et c'est un sans faute absolue. Alors, de Drôle de drame, Quai des Brumes, Hôtel du Nord, Le jour se lève, Les visiteurs du soir et Les enfants du paradis, on peut dire que c'est une suite quasiment incroyable de chefs-d'œuvre. Il n'y a pas un film qui est plus faible que l'autre. Les sources d'inspiration sont très différentes, et ce sont vraiment des merveilles. C'est, je pense, dans l'histoire du cinéma, un cas quasiment unique de sans faute absolue. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu très modeste, Marcel Carné. C'est quelqu'un qui est plutôt un enfant de la rue, du quartier des Batignolles. Son père le destinait à être ébéniste, plus ou moins. Il a donc une mentalité d'artisan, déjà, qu'il a gardée tout au long de sa carrière. Il est devenu assistant de cinéma très rapidement. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il a littéralement appris le cinéma sur le tas, sur le plateau. Il a été l'assistant de grands réalisateurs, de René Clair, par exemple, de Jacques Feder. Cette fameuse ambiance Carné, qu'on retrouvera dans beaucoup de films plus tard, qui est très spécifique de Carné, je crois qu'il l'a appris vraiment sur les plateaux des films sur lesquels il a été assistant, qui est le cinéma français du parlant, c'est-à-dire des débuts du parlant. Il entre en cinéma avant le parlant, il entre en cinéma autour de 28-29 par un élément qui est la cinéphilie. Bon, c'est un fou de cinéma qui a envie d'écrire, qui écrit des critiques, qui envoie des critiques à la presse. Et vers 28-29, il est pris, peut-être même sans le savoir, dans une espèce de mouvement qui est très passionnant, que j'ai appelé la nouvelle vague documentaire de 28, NVD 28, où on trouve dans toute l'Europe des gens qui sont fous de films. Jean Vigo, exemple certainement le plus emblématique, mais il y en a plein d'autres. Il y a Jean Mitry qui tourne un film, il y a Pierre Chenal qui commence, il y a Jean Lotz, il y a Joris Ivens aux Pays-Bas. Et c'est des gens qui démarrent tous par le documentaire et par le documentaire muet. Bon, ça donne évidemment, dans le cas de Carné, Nos gens Eldorado du dimanche, c'est des gens qui veulent faire des films parce qu'ils aiment le cinéma et qui veulent faire des films avec peu de moyens, une caméra louée ou une caméra prêtée. On travaille avec la lumière naturelle, on travaille dehors, on filme la ville, on filme les gens. C'est un cinéma qui traduit tout de suite, et chez tous les cinéastes qui appartiennent au groupe, une espèce de passion pour les gens, passion pour l'eau, nos gens, passion pour la ville. On filme Paris, pas Paris, la banlieue, les trains de banlieue, le flux des banlieusards, un jour de repos. Il y a une espèce d'envie de filmer des gens qu'on aime. C'est pas du tout critique, c'est pas polémique, c'est pas politique. C'est simplement situer une caméra au milieu de gens qui sont vivants et dont on essaie de saisir le flux, enfin, le bonheur à vivre d'une manière totalement immédiate. Carné s'intéresse vraiment aux... Si Jean Renoir dirait aux bons hommes.
Je vole un mot à Renoir, bon, c'est-à-dire à une espèce de fraternité avec des gens qui sont des gens de son monde, de son milieu, qui est un milieu plébéien. Carnet est un cinéaste de la plèbe. Quand il doit filmer des bourgeois, il n'est pas à l'aise, c'est pas Renoir. Renoir, on lui donne des aristos, on lui donne des grands seigneurs, des hommes d'affaires. Renoir est parfaitement à l'aise. Carnet, lui, il lui faut un peu de transpiration, il lui faut la rue, il lui faut des gens pas net dans leur apparence physique. Et ça, c'est pas Prévert qui l'a apporté, c'était déjà dans nos gens, c'est vraiment dans l'œuvre. Et ça, c'est un goût Carnet, une plastique Carnet, une esthétique Carnet. Bien sûr, c'est un auteur, bien sûr. De la plus grande ordure que j'ai jamais vue de ma vie. Je dirais qu'elle m'a aidé à le tuer. Dégueulasse. 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 Mais tu mérites pas de vie. T'es gros pourri. Attends, pourri. Vacherie. Allez, viens. Viens, va-t'en. Et Quai des Brumes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça sort donc en 1938, c'est le déclin du Front populaire, c'est le moment où la France s'installe dans une espèce de pessimisme existentiel qui ne va pas cesser d'envahir le cinéma, pas seulement le cinéma, enfin beaucoup le cinéma, jusqu'à la déclaration de guerre, jusqu'à la guerre. Et dans Quai des Brumes, bon, ben, on a le tandem Carnet-Prévert qui fonctionne à merveille, on a cette lumière qui vient des studios allemands, qui est apportée par les opérateurs réfugiés en France après l'arrivée au pouvoir de Hitler. En l'espèce, c'est Schuftan, dans l'autre film, ce sera Kurt Courant. Mais des gens qui ont pratiqué cette lumière noire, anguleuse, dure, dépressive, si on veut, est magnifique. Dans le cinéma berlinois de la crise, ils ont été virés des studios de Berlin par l'arrivée des nazis au pouvoir, et ils arrivent, mais très très nombreux, dans les studios parisiens à ce moment-là, c'est des réfugiés politiques, c'est des exilés, c'est des machinaux, c'est des obscurs, hein, on ne les voit pas nécessairement, mais c'est tout un peuple de sans grade du cinéma qui détermine la couleur de Carnet, parce qu'on va appeler la couleur de Carnet dans ces moments-là. Là, ah, mais t'es joli comme ça, tu sais. Il est peut-être joli, mais il a pas l'air heureux avec ça. Si on le perdait, ce serait tellement triste. Maintenant, je suis habituée à lui. C'est une drôle de fille quand même. C'est vrai, j'ai qu'à te regarder, t'écouter et puis ça me donne envie de pleurer. Allez, viens. Les images de Marcel Carnet, ce qu'il a su apporter de son talent, de son immense talent, dans la façon d'approcher les personnages, les images. On a dit souvent que c'était la nouvelle vague de l'époque, mais c'est vrai, il a apporté une ambiance différente, un genre différent au film qu'il réalisait. Les images de Schuftan aussi, enfin tout ça a fait un tout. C'est-à-dire qu'entre le scénario, la mise en scène de Marcel Carnet et aussi son apport psychologique, c'est ce qui a donné le Quai des Brumes. Dans cette phase qu'on peut appeler de réalisme dépressif, il est encore poétique, mais la poésie s'enfonce vraiment dans quelque chose de très noir. Il y a les œuvres majeures de Carnet années 30, c'est-à-dire il y a le Quai des Brumes, il y a ensuite, peut-être de façon un petit peu moins nette, l'Hôtel du Nord, tourné dans un décor plus clair, plus blanc, parce qu'on voulait reconstituer des choses spécifiques de Paris. Hôtel du Nord a été fait à un moment donné où il y avait une mobilisation des garçons jeunes. Je me souviens très bien que chaque jour, en arrivant au studio, je disais, tiens, où est un tel? On me disait, ben, il est mobilisé, on ne peut plus l'avoir. Et ça s'est renouvelé plusieurs fois, ça. Donc il y avait une espèce de tension et de pressentiment de la guerre. C'est vraiment un art de metteur en scène. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, peut-être parce qu'il y a cette brève formation de documentariste que j'ai évoquée, mais à laquelle je tiens beaucoup, je crois que c'est important, ce Nogent, et puis le mouvement dans lequel le Nogent s'intègre, les films qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est quelqu'un qui cherche une espèce de plastique à l'intérieur du cadre, une beauté à l'intérieur du cadre. Bon, je crois qu'il y a des tas de légendes, qui sont plus que des légendes,
de chef opérateur que Carnet a empoisonné parce qu'il voulait avoir une forme de nuage dans le ciel. Et on attendait longtemps pour que le nuage prenne la forme qui composait le cadre dont Carnet avait besoin pour animer une scène, pour filmer un plan. Et je me souviens des exigences de Marcel Carnet, parce que pour moi, ça a été toujours un metteur en scène très exigeant pour tous ses collaborateurs. Et je crois qu'effectivement, il avait raison, parce que dans ces exigences, dans le futur, quand je suis devenu moi-même directeur de la photo d'autres films de Marcel Carnet, j'ai pu comprendre le pourquoi de ce grand souci professionnel et surtout artistique, c'est-à-dire le soin que Marcel Carnet mettait à la composition de l'image en fonction du cadre. Carnet avait presque en permanence l'œil à la caméra. Même je me souviens qu'il bousculait un petit peu l'opérateur pour venir mettre son œil au viseur. Pour moi, Marcel, il était un petit peu un personnage double dans ses rapports avec ses collaborateurs. Adorable avant le film et pendant la préparation du film. Je ne veux pas dire épouvantable, mais très dur au moment du tournage. Très dur par ses exigences impératives. Mais je crois que finalement, ce qu'il exigeait, c'était bien, puisque ça aboutissait à obliger tous les gens qui l'entouraient à une grande attention, à une grande concentration et à un maximum d'efforts dans la création. Enfin, combien de temps ce projecteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a pas d'autres dans la maison? Silence! Comme vous voudrez, Marcel. Musique! Moteur! Oui, mais je crois qu'il est pointilleux avec tout. La petite cuillère, la couleur du ciel, les yeux de sa comédienne. Mais le scénario qui est une matière sur laquelle on peut toujours intervenir, ça coûte pas cher, il y a de l'encre et du papier, il est plus que pointilleux, il est pervers. Ce qui va bien avec l'ensemble de son personnage. Je me rappelle notamment dans un film, sur une scène qui je crois n'a pas été tournée, où un comédien devait passer dans une rue et s'arrêter devant une marchande des 4 saisons. Et j'avais écrit, le comédien demandait à la marchande des 4 saisons des tomates bien mûres. Et j'avais écrit des tomates, virgule, bien mûres, point. Bon, c'est une réplique qui n'a rien d'immense, n'est-ce pas? C'est pas t'as de beaux yeux, tu sais. Donc Marcel part tourner, et je reçois un coup de téléphone, il devait être 10 h du soir, il préparait sa journée du lendemain. Mon petit vieux, je ne comprends rien à ce que vous avez écrit. Il y a marqué, vous y êtes à la page 100, alors je fouille vite sur mon scénario, je dis oui, des tomates bien mûres. Je dis oui, Marcel, s'il n'y a pas de tomates, il peut demander des artichauts. Non, la question n'est pas là. Vous avez mis une virgule entre tomate et bien mûre. Oui, j'ai mis une virgule entre tomate et bien mûre. Où est le problème? Mais comment, où est le problème? Une virgule, ça a une justification, une virgule. Les virgules ne sont jamais innocentes. Alors comment il doit le dire, ça? Ben, je dis, Marcel, je ne sais pas, moi, il dit des tomates bien mûres. Mais il dit non, avec une virgule, on peut dire des tomates bien mûres ou on peut dire des tomates bien mûres. On insiste sur le bien mûr. Qu'avez-vous voulu dire? C'est vous, le metteur en scène, vous êtes le grand Carnet. Moi, je me suis simplement contenté de... Bon, finalement, je ne sais pas, la scène n'ayant pas été tournée, je ne sais pas ce qu'il aurait... Mais je veux dire, c'est montrer à quel point c'est un créateur. C'est-à-dire que rien n'est innocent, rien ne lui est indifférent. Ce qui est curieux, c'est que ce cinéma qu'on appelle réaliste, c'est un cinéma qui tourne complètement le dos à la réalité.
C'est un cinéma qui est essentiellement un cinéma de studio. Et quand on ne tourne pas en studio, on met tellement d'éclairage dans les extérieurs qu'on finit par sculpter le réel, sculpter le ciel, ou les arbres, ou les rues, ou les façades des immeubles. C'est un cinéma donc de décor, c'est un cinéma de texte terriblement écrit. Un dialogue de Prévert ou un dialogue de Janson, c'est écrit comme une poésie, enfin, c'est écrit avec une extrême part de création d'auteur. C'est un décor qui est éclairé dans le style, dans le goût allemand qu'on évoquait tout à l'heure, par Schuftan ou par Courant, qui sont des gens qui sont tout de même des très très grands maîtres de la sculpture de l'espace par la lumière. Et enfin, c'est des acteurs qui sont des acteurs très très professionnels. On est aux antipodes de ce que sera le cinéma dit du réel 25 ans plus tard. C'est Gabin dont on fait un ouvrier, mais c'est Gabin aussi. C'est-à-dire que quand Gabin entre en scène, ou comme Bidas déserteur, ou comme ouvrier, bon, il porte avec lui le poids d'un comédien puissant et d'un comédien qui a une légende. C'est-à-dire que dans ces années 30, Gabin, il passe de film en film. Il est chez Carnet, il est chez Renoir, il est chez Grémillon, il est chez Duvivier. Et c'est lui qui endosse, en somme, le destin historique du personnage cinématographique. Et ça, Carnet l'a poussé enfin, à son point maximum dans les deux, dans le Quai des Brumes, dans Le Jour se lève. En même temps, dans ces années de guerre, Carnet tourne deux films, de gros films. Il les tourne tous les deux dans la France du Sud, c'est-à-dire dans la France. Quand il tourne Les Visiteurs du Soir, bon, c'est encore une zone non occupée. Quand il tourne ensuite Les Enfants du Paradis, c'est à Nice, donc dans une zone occupée par les Italiens. Il faut rappeler qu'au départ, Les Enfants du Paradis est une production à majorité italienne, une coproduction franco-italienne où les Italiens ont pesé très lourd et ont financé en gros la construction du décor. Donc il tourne relativement à l'abri, disons, du milieu nauséabond du Paris occupé. Il a quand même, c'est tout à son honneur, refusé de travailler pour la Continentale, c'est-à-dire cette boîte allemande dirigée par un suppôt de Goebbels à Paris. Et il fait deux films qui sont deux films conjugués au passé. C'est peut-être ça que l'occupation apporte. Le présent est infilmable, ou alors on le filme avec des contraintes telles que c'est un présent factice, c'est du contemporain vague, c'est pas le présent. Alors lui, il filme, le Moyen-Âge, le 19e siècle, et il le filme dans des décors qui sont des décors fabuleux, peut-être les plus beaux, surtout le deuxième qui n'était jamais construit pour le cinéma français. Ce qui est aussi quelque chose qu'il faut mettre beaucoup au crédit de Carnet, c'est que ses collaborateurs d'avant-guerre, Troner, juif hongrois, Cosma, autres juifs hongrois, travaillent pour les deux films, ils sont dans la clandestinité, dans le Midi, mais Carnet leur demande, un des maquettes, à l'autre des partitions, et ils s'arrangent pour que des prête-noms courageux émargent au générique. Mais il travaille avec son équipe, il a gardé son équipe presque complète. Il n'y a que les chefs opérateurs qui, eux, sont partis aux États-Unis parce qu'étant allemands, ils n'avaient pas une chance de survivre dans la France du maréchal. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. C'est avec beaucoup de tristesse que je revois cette porte devant ce studio fermé, ce studio de la rue Francoeur qui a été construit en 1926 et où, dans l'hiver et le début du printemps 1944, on a tourné Les Enfants du Paradis.
Et les grosses difficultés qu'il y a eu, et qui sont absolument imperceptibles quand on voit le film, c'est que le grand théâtre, les deux théâtres d'ailleurs, mais enfin le grand théâtre, surtout au moment où Pierre Brasseur joue Othello, s'est tourné ici, au studio du 2e étage, qu'il y avait environ 200 figurants, dont beaucoup de femmes avec des robes à crinoline, et qu'on avait 5 ou 6 alertes par jour. Ça n'était pas forcément des alertes qui étaient gênantes, mais il fallait tout arrêter et tout le personnel était obligé de descendre pour se répandre dans ce que l'on appelait des abris et qui étaient les caves des immeubles de la rue Francoeur. Il est évident que le temps que tout ce monde-là descende, s'installe, remonte, ça a été des pertes de temps épouvantables et à chaque fois il fallait remettre la machine en route. Il y a eu un tournant, je crois, après la guerre. Ça date de 1946, je crois, quand il a voulu faire Les Portes de la Nuit. Il y a eu à ce moment-là des problèmes de production qu'on connaît, qui ont été des problèmes de casting, qui ont été des problèmes de scénario. Les scénaristes avec lesquels il travaillait, Janson lui-même, voulait faire de la mise en scène, n'était pas d'accord. Enfin, bon, bref, il y a eu des histoires diverses. Et à partir de là, je crois que c'est quelque chose qui a profondément marqué Carnet, cette difficulté. C'est quand même quelqu'un qui venait de faire Les Enfants du Paradis, qui est probablement dans l'histoire du cinéma français un chef-d'œuvre que nul ne conteste. C'est probablement un des 3 ou 4 plus grands films de l'histoire du cinéma, n'est-ce pas? Donc c'est difficile de se remettre dans la position de Carnet à ce moment-là et d'imaginer quelle a été sa réaction à cette série de catastrophes qui l'affectaient profondément. Paris, c'est le dernier film réaliste, si on veut, de Carnet. C'est le dernier film où Carnet filme Paris dans la ligne de ses premiers films, où on a cette espèce de tradition du réalisme poétique. Bon, en même temps, c'est différent parce que le cinéma a bougé, mais il tourne des scènes de rue du côté de Grenelle, il tourne un match de boxe, le célèbre match de boxe de l'ère de Paris. Il y a encore la patte Carnet qui est très très évidente dedans. Et c'est un film qui est original parce que c'est de manière très très culottée dans ce cinéma complètement boutonné de la 4e République. C'est un des rares films français où on parle d'une manière quasiment explicite de l'homosexualité. Le film fonctionne autour d'un triangle. Entre Gabin et Le Saffre s'établit une relation très trouble qui est le véritable sujet du film. Le 3e personnage, c'est la femme de Jean Gabin, interprétée par Arletty, qui ressent une jalousie de plus en plus explicite, et aussi dans le film, et à eux trois, je dis, qui reconstituent d'une certaine manière le triangle de la tragédie. Petite vache. Tu te rends compte de se tirer comme ça au moment où je vais chercher un autre combat? Et alors, c'est ton boulot? Il avait fini le sien, lui, il a gagné. Grâce à qui? C'est pas moi qui l'ai fait ce qu'il est, non? Il ne t'a jamais dit le contraire? De quoi tu te plains? Tu l'as trouvé, ton oiseau rare? Mais les oiseaux, ils ont des ailes. Faudra t'y faire. T'es manager ou t'es couveuse? T'es trop sentimentale, Victor. Ça vous emmerde, les femmes, ça, hein? L'amitié. Oui, quand ça rend les hommes imbéciles. Oh, c'est le moment où je te mettrai des coups de pompe dans la lune, toi, tiens. Et l'amitié, c'est comme l'amour. Bien souvent à sens unique. À partir de là, je pense qu'il est rentré dans un système qui était que ses collaborateurs se sont un petit peu éloignés, les gens avec qui il collaborait régulièrement sont partis chacun de leur côté. Il a commencé à s'intéresser à des auteurs qui n'étaient pas nécessairement son rayon. Je pense à Georges Simenon, par exemple, qui n'était pas forcément sa meilleure source d'inspiration.
Il est rentré aussi dans une phase de cinéma français qui n'était plus le sien. C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle vague à la fin des années 50 a commencé à pointer son bout du nez. Il a essayé de se mettre en synchronicité avec cette phase-là, et ça ne marchait pas du tout. C'est pas du tout son cinéma, c'est pas du tout ce qui l'inspire le mieux. Il faut quand même comprendre que Carnet a toujours tourné en studio. Hein? Je veux dire, il a tout fait, il a tout, avec Troner, vous vous rendez compte, les décors magnifiques, le métro et tout ça était au studio de Billancourt ou de Boulogne. C'est ça, la magie du cinéma. Et de fait, c'est ça, je veux dire, Carnet fait partie, c'est sa magie à lui. C'est un petit enfant. Je veux dire, son monde à lui, il est percuté dans la rue. Et de fait, nous aussi. Je veux dire, maintenant, on fait du cinéma, vérité, il est formidable. On arrive à trouver sa poésie et son équilibre, parce qu'on est bien. Mais lui, il était friable. Il a tellement été gâté. Vous vous rendez compte, le talent qu'il y a eu, Prévert, tous les gens qui avaient, le cinéma, ce que c'était, la beauté de ça. On était pour le cinéma, c'était la joie, c'était le souffle. Carnet, c'est un grand enthousiaste. Il adore le cinéma, il ne vit que pour le cinéma. Et je l'ai vu encore il y a quelques mois, il est exactement pareil. Exactement pareil. Et je ne comprends pas d'ailleurs, à l'heure actuelle, qu'un type comme ça ne travaille pas ou travaille très peu, comparativement à d'autres metteurs en scène qui ne font de ça que pour le pognon. Car Marcel est un gars, je connais son âge, je ne veux pas le dire, mais toute sa vie, il n'a fait du cinéma que pour le cinéma. Il ne l'a jamais fait pour le pognon. Carnet a eu des centaines de projets, on peut dire. Les projets les plus... ceux qu'on regrette le plus, c'est quand même... Il voulait faire un Mary Poppins, par exemple. Ça aurait été intéressant, sans doute plus intéressant que celui de Walt Disney. Et il avait un autre projet qui était très curieux, qui était Le Masque de la Mort Rouge, d'après un récit d'Edgar Poe, qui plus tard a été réalisé par Roger Corman. Enfin, ça, c'est une chose qu'on aurait bien voulu voir. Il a eu beaucoup de projets avec Prévert. Alors, vous connaissez Prévert, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui adorait la conversation, qui adorait traîner, les bistrots, boire un verre, fumer une cigarette, etc. C'est dans ces circonstances-là, évidemment, qu'un certain nombre de projets sont nés. C'est certain qu'ils étaient devant le verre de pastis ou le verre de Beaujolais, ils étaient mornés au départ, mais c'est sûr qu'ils ont accumulé un nombre de projets tous les deux extraordinaire. Mais c'est très injuste de dire que Carnet a été simplement l'enfant de la rencontre de Troner, le décorateur, de Prévert. C'est un procès qu'on a souvent fait. Je trouve que c'est très injuste parce que Carnet a vraiment son monde, son style, sa vision du monde, et c'est un très très grand artiste, je crois.